Bonjour à tous, bienvenue sur la conférence My Private Coach App dédiée à la réinvention 360 et à la reprise. Donc aujourd'hui, maintenant, on a le plaisir d'accueillir nos trois coachs. Christelle Rosinet, qui est consultante RH et évolution professionnelle et fondatrice de Green Zaboka, Magali Chassard et Julie Filio-Loindala, fondatrice de LXYN. Ouais, vous me le ferez un petit peu mieux. En fait, je vous ai contacté toutes les trois parce qu'on voulait aborder un sujet important lors de cette conférence, c'est le sujet de l'inclusion, le sujet de la diversité. Je suis à New York, Julie et Magali sont également à New York et Christelle est en France. Et c'est important de parler du sujet qui est clairement le racisme. On va utiliser les mots aujourd'hui et maintenant avec vous, les mots qui fâchent peut-être, mais ce sont des mots quand même qu'il faut définir. Donc aujourd'hui, on va parler en fait, des clés pour lutter contre ce racisme et aussi pour mieux vivre ensemble. Parce que pour mieux vivre ensemble, il faut mieux comprendre les biais, mieux comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé là. Donc c'est l'idée de cette conférence. Donc merci à toutes les trois d'avoir accepté de parler et de vous exprimer sur le sujet. Et on peut vous retrouver sur la plateforme My Private Coach App. J'en parlerai à la fin de la conférence. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous présenter votre travail et expliquer ce qui vous a amené à intervenir sur le sujet aujourd'hui? Donc je donne la parole à Christelle. Bonjour, merci Marie, de nous accueillir, enfin de m'accueillir, ici aujourd'hui. Donc moi, je suis originaire des Antilles et c'est déjà, là-bas que j'ai connu le racisme. J'ai grandi avec cette idée que ma couleur de peau, n'était pas un avantage et puis, c'est en arrivant à Paris, à 20 ans que je me suis rendu compte que, ça pouvait être un problème en fait, finalement. Et pendant mes études et surtout, pendant, ma première vie professionnelle en tant que RH en entreprise, je me suis retrouvée, régulièrement à être la seule femme noire dans mon environnement professionnel et c'est ce qui et en fait, je me suis régulièrement retrouvée démunie face à certaines situations et ou à certains malaises, les miens ou ceux des autres et c'est ce qui m'a donné envie, en tout cas, d'aborder ce sujet-là. Merci Christelle. Je donne la parole maintenant à Magali. Oui, donc bonjour à tous. Merci Marie de nous recevoir, donc Julie et moi, et hello Christelle. Et merci à ma private coach effectivement d'organiser cette conférence sur Hélas, un sujet qui ne devrait plus être d'actualité. Donc effectivement, on voulait présenter rapidement notre travail pour expliquer pourquoi Julie et moi on parle aujourd'hui du racisme. Donc en fait, nous sommes les cofondatrices d'une boîte de consulting à New York et nous organisons principalement des learning expeditions, donc des LEX. Donc, je crois que c'est voyage apprenant en français. Et ce sont tout simplement des expériences immersives, donc de quelques jours, au cours desquelles les participants sont amenés en fait à découvrir un écosystème, dans notre cas innovant et new-yorkais. Et le but de l'opération, c'est de challenger en fait ces participants, de les mettre hors zone de confort pour accélérer en fait un apprentissage et le développement de compétences diverses et variées. Donc nous, on travaille évidemment avec des étrangers à la ville de New York et beaucoup avec des Français. Et ce qui se passe, c'est qu'on voit souvent les groupes arriver comme ça à New York avec un peu une attitude, nos problèmes, les Américains, moi je gère. Et on voit très vite que ce n'est pas le cas parce qu'on a différentes manières de faire, de penser, etc. Et que le choc culturel est là. Et qu'il faut donc, il est nécessaire d'avoir les codes pour performer. Donc dans sa vie personnelle, quand on veut s'intégrer dans un nouveau pays, par exemple, ou dans sa vie professionnelle quand on ne veut pas faire d'impair et puis pour pouvoir conclure une affaire. Donc le premier constat, c'est ça, c'est qu'on a tous une perception biaisée de la réalité, et ça c'est normal. Et le deuxième constat, c'est dans notre pratique, avec en fait, on peut totalement changer et coacher ces biais en développant sa compétence interculturelle, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc voilà, donc du coup, l'actualité récente fait qu'on va se focaliser bien sûr sur le racisme et donc sur les préjugés par rapport à la couleur de peau, donc la couleur de peau noire. Bien sûr, le sujet se transpose dans tout ce qui englobe la diversité, donc je pense au sexisme, aux personnes porteuses de handicap, aux problèmes de genre, enfin tout ce qui
se réfère à la diversité. Et puis, je tiens aussi à préciser qu'on est dans l'échange. Donc, on a toutes des vécus et des expériences de vie différentes. Et du coup, on a des points de vue qui peuvent forcément diverger. Et ça, c'est tout à fait compréhensible. D'ailleurs, c'est valable pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Et aussi, quelque chose qu'on tient à préciser, c'est que nous ne sommes pas dans la vérité absolue. Donc, on donne un point de vue, une vision, et que bien sûr, il y en a d'autres. Merci à toutes les trois. En effet, c'est un sujet qui est complexe et on a tous nos biais et c'est vrai qu'on ne les connaît pas. Donc, grâce à vous, j'espère qu'on va mieux les connaître et surtout mieux se comprendre. Donc, pour reprendre un petit peu le contexte actuel, Magali et Julie, vous vivez à New York, donc aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe aux États-Unis et d'où vient cette colère et pourquoi maintenant ? Oui, donc je vais prendre la parole. Donc le 26 mai 2020, à Minneapolis, aux États-Unis, George Floyd, un noir américain, est mort aux mains d'un policier blanc. Donc c'est pas un fait nouveau. Je voulais lire très rapidement un extrait d'un article paru dans le Washington Post juste 2 jours après sa mort. 4728 Américains ont été tués par la police depuis le 1er janvier 2015. De ceux-ci, 26% étaient noirs, eux qui ne représentent que 13% de la population américaine. Et le 31 mai, CNN a également partagé une étude qui confirme que les Noirs se font arrêter 4 fois plus par la police. Donc le fait n'est pas nouveau, mais ce qui est inédit, c'est en fait la portée, parce qu'on connaît maintenant les manifestations qui ont débordé complètement les frontières américaines. Et avec Julie, on analyse ça comme une conjonction de 3 éléments en fait un peu improbables qui ont rendu visible l'invisible, la routine en quelque sorte. Et ces 3 éléments, c'est la Covid, qui a touché la communauté noire de plein fouet, aussi bien en nombre de décès qu'en chômage, et tout simplement qu'ils sont au bas de l'échelle sociale américaine, et donc précarité, pauvreté, accès limité aux soins. Et ce qui est intéressant aussi par rapport à la Covid, c'est que ça a placé à l'échelle mondiale, ça a placé l'humanité face à aussi un contresens inédit qui est celui de la solidarité par l'isolement. Donc le virus frappe sans distinction, avec nuance évidemment, mais quelque part, chacun avec sa singularité s'est retrouvé victime concrètement et potentiel. Et ça, c'est intéressant dans le mouvement qui a pris. Et le deuxième élément, c'est un président, évidemment, Trump, complètement raciste évidemment, mais nous on pense carrément déshumanisé, qui au lieu d'apaiser les choses va les attiser. Et le troisième élément, c'est clairement également cette vidéo insupportable de la mort en direct d'une personne, et donc pas possible de nier ni de douter de la véracité des faits. Donc c'est la conjonction qui rend cette tragédie très 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 forte. Et donc toutes ces manifestations qu'on voit de par le monde qui appellent en fait à la fin du racisme et des discriminations, ça montre aussi la faculté qu'ont les humains de faire de combler leurs différences et à se connecter les uns aux autres pour une lutte. Et c'était vraiment un élan que la Covid a accéléré et a emmené un petit peu comme une Learn Expedition, pour faire un peu parallèle. Ouais, merci beaucoup Magali de nous donner cette perspective, parce que c'est vrai que depuis la France, moi je suis aussi aux États-Unis, mais je me souviens, en France, on ne vit pas du tout les choses de la même manière. Est-ce que toi, Christelle, tu peux nous en dire un petit peu plus de comment est-ce que c'est vécu, y compris et interprété? Ok. Alors moi, ce que j'ai observé dans un premier temps, c'est un silence que j'ai pris pour de l'incompréhension ou une forme de sidération, on va dire, sur fond de quand même le racisme, ça n'existe plus, et peut-être aussi une forme de lassitude de parler de ce sujet-là. On en a beaucoup parlé. Ce que je remarque autour de moi, c'est on a déjà beaucoup parlé de racisme, quoi, c'est pas encore terminé. Donc, une forme de lassitude qui a peut-être d'abord calmé le jeu en France, au sein de la communauté noire, si je peux l'appeler comme ça. En tout cas, très vite, des réactions de révolte, d'indignation et de encore,
pourquoi encore ce genre d'événements arrivent. Et puis progressivement, ce que j'ai pu constater autour de moi, c'est des manifestations qui se sont déclenchées en France et un peu partout en Europe. Et puis des réactions officielles, mais avec un focus sur la violence policière, notamment avec les récentes annonces du gouvernement français. Mais pour moi, les violences policières, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt, puisque en France, comme aux États-Unis, enfin, ils s'expriment différemment, mais là, ça existe également. Le racisme systémique existe en France et c'est bien ce que, comment dire, ces réactions traduisent selon moi. Merci beaucoup, Christelle. Magali, je crois que tu avais quelque chose à ajouter par rapport à ce que dit Christelle. Oui, très en phase avec ce que vient de dire Christelle, parce que je voulais juste terminer la réponse à cette question par un regard croisé vraiment très rapide sur les histoires avec un grand H en fait, des États-Unis et de la France. Parce qu'on entend beaucoup de gens en fait, qui s'offusquent, et à juste titre, des comparaisons un peu hâtives qu'on peut faire. Et donc, ce que la France et les États-Unis partagent, c'est sûr, c'est l'esclavage. Et effectivement, l'histoire diffère pour ensuite, avec aux États-Unis, donc la ségrégation, et en France, le colonialisme. Donc ça, c'est une réalité, ce n'est pas comparable, c'est sûr, et ça explique beaucoup un petit peu les différentes perspectives qu'un Américain peut avoir du racisme en France et d'un Français du racisme aux États-Unis. Mais on ne peut pas lier une réalité, c'est quand même une hiérarchisation des races dans les deux cas, et donc c'est le racisme. Et que pour faire que c'est aussi une histoire qui se répète, le racisme c'est aussi vieux que l'humanité. Et aujourd'hui, on n'a pas l'esclavage de colonialisme, on peut parler du génocide des Juifs, des Bosniaques. Et donc c'est en tout temps, on constate de toute façon que les hommes ont toujours cherché à justifier une prétendue supériorité. Et qu'à chaque société, il faut son bouc émissaire. Et moi, je pense de 2020 aussi aux Roms et aux migrants, par exemple. Donc, je voudrais terminer donc, par cette citation. Le racisme est une aberration idéologique, donc sans fondement biologique, en fait, alors que l'antiracisme, lui, se fonde sur des connaissances scientifiques. Donc, il y a moyen de changer les choses. Merci Magali, et ça tombe bien parce qu'en fait, ma prochaine question était sur les définitions en fait, de ces termes, parce que c'est la base du coaching de définir les choses, parce qu'on a chacun nos propres définitions, et je vous invite à partager avec nous quelles sont vos définitions des termes suivants. Donc voilà, qu'est-ce que le racisme et le racisme systémique? Vous avez utilisé plusieurs fois ce terme. Qu'est-ce que ça veut dire le racisme systémique? Et tu viens de mentionner l'antiracisme. Donc pareil, qu'est-ce que ça veut dire l'antiracisme? Et on est sur une conférence qui parle de l'inclusion et de la diversité. Et c'est vrai que c'est des sujets, voilà, on peut raconter plein de choses dedans. Donc est-ce que vous pouvez nous partager vos définitions? Est-ce que Julie, tu peux commencer, s'il te plaît? Oui, alors pour moi, le racisme systémique, en fait, c'est un système d'oppression qui fait que les personnes dites racisées sont victimes d'inégalités dans tous les domaines. Donc, on parle du travail, de la santé, de la justice, de la sécurité, de l'éducation. Et en fait, du coup, ça porte atteinte de manière très, très importante et très discriminatoire à leurs droits, en fait. Et je trouve qu'il y a un effet, en fait, de relation en chaîne. Donc, comme on peut expliquer, ça part de l'enfance avec un système éducatif qui est pauvre et qui ne vous donne pas assez de ressources pour avoir accès aux meilleures universités. Une fois que vous n'êtes pas diplômé de la meilleure école, l'accès à l'emploi n'est pas le même. Une fois que vous êtes employé, vous n'avez pas le droit au même poste, ou en tout cas pas des postes de leader. Et quand vous n'avez pas des postes de leader, c'est un salaire qui est plus bas, donc un accès au logement plus difficile. Enfin voilà, c'est une sorte en fait de cycle qui fait qu'à chaque étape de votre vie, vous vous retrouvez tout le temps retenu en arrière à cause de votre race, entre guillemets. Ensuite, pour la discrimination raciale, pour moi, c'est tout simplement un traitement qui est défavorable, infligé à une personne uniquement en raison de sa race. Et là, la race, c'est pareil, ça peut être en fonction de sa nationalité, de sa couleur de peau, de sa religion. Et donc, du coup, c'est totalement... en fait, personnel, quoi. Les gens se décident d'eux-mêmes que, voilà, vu que tu ressembles à ça, toi, tu n'as pas le droit à telle et telle chose. Donc, voilà mes définitions. Merci beaucoup, Julie. En effet, c'est très intéressant d'avoir ta définition, mais qui est
une définition quand même assez globale. Et Christelle, est-ce que tu peux nous partager tes définitions de ces termes-là? Alors moi, je vais me concentrer sur le racisme systémique. Ma définition, c'est qu'il s'agit d'un ensemble de comportements et de schémas de pensée, conscients ou inconscients, qui s'appuient sur l'apparence physique d'une personne et qui en font en fait un argument ou un motif de rejet ou de stigmatisation, avec ou pas d'ailleurs la volonté de nuire. Du coup, ça part, enfin comment dire, ce sont des associations d'idées qu'on se fait à partir de l'apparence physique d'une personne. Donc ça va des a priori, de notre façon de préjuger de la compétence professionnelle ou pas de cette personne, ou les fameuses petites blagues qu'on peut entendre et qui normalement n'ont pas vocation à faire de mal, mais qui ancrent des croyances en fait au sein des groupes sociaux. Et je voulais juste rajouter également qu'en France, on n'est pas encore Pardon. On n'est pas encore à l'étape de la prise de conscience sur la notion de racisme systémique. Alors, ces dernières semaines, on en a entendu parler dans la presse, mais c'est une notion qui affole encore beaucoup ici et qui est notamment, qui est généralement rejetée. Et comment dire, qui est rejetée à la fois par les personnes qui en profitent, donc les blancs généralement, et par les personnes qui en pâtissent, les non-blancs. C'est très rare en fait qu'une personne, même moi par exemple, ait conscience qu'elle soit victime de racisme systémique. Tellement c'est quelque chose qui est ancré et je pense que c'est important de le noter en fait, que des deux côtés, il y a une méconnaissance du sujet et un manque de conscience de ce qui se passe. Merci beaucoup Christelle pour ta perspective aussi de France. Et c'est vrai que dans ce que tu viens de me dire, ça me fait penser à quand la France avait gagné la Coupe du Monde il y a pas mal d'années, en 98, il y avait c'était les Black Blanc Beurre. Et on a l'impression qu'on était dans une France complètement unifiée. Et aujourd'hui, on n'est pas tout à fait là. Et je me souviens quand on s'est parlé pour préparer les questions, voilà, j'avais prévu de vous poser une question, mais je vais plutôt la reformuler pour en fait avoir quelle est moi ma position clairement de blanche, parce qu'en fait il faut ce que j'ai appris en vivant aux États-Unis, c'est qu'ici, ils appellent les gens en fonction de leur couleur ou des choses comme ça, ou pas, en fait. Donc, c'est quelque chose qui est quand même assez tabou et on ne sait pas vraiment quoi faire, en fait. On ne sait pas comment se comporter, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas ce qui va être mal pris. En France, c'est très différent des États-Unis, mais il y a quand même des choses assez communes sur ce côté tabou. Est-ce que, pour les personnes qui veulent aider, pour les personnes qui veulent je ne sais pas si c'est supporter la cause. Ici aux États-Unis, il y a énormément de choses qui se font sur les réseaux sociaux, mais en France, c'est très différent. Qu'est-ce que vous dites aux personnes qui se demandent quoi faire, qui veulent savoir quoi dire, voilà, qui sont vraiment dans cette interrogation autour justement de cette race, des couleurs de peau, des choses comme ça? Comment est-ce que vous pouvez les aider à vous aider et à faire avancer les choses, surtout, Christelle? Alors, ce que j'aimerais commencer par dire, c'est keep it simple, donc faisons les choses simples. Donc, commencer par s'informer ou même juste observer autour de soi, en fait. Observer ce qui se passe, les interactions, ce qu'on ressent au contact d'autres personnes. Ça permet déjà d'avoir des indicateurs très fiables et très basiques sur ce sujet-là. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est accepter d'écouter, écouter, mais aussi s'exprimer. Surtout quand on est mal à l'aise ou qu'on ne sait pas comment réagir. Je donne un exemple tout bête. Dans ma première vie en tant que RH en entreprise, je ne compte pas le nombre de fois où j'ai entendu des petites phrases du genre les personnes comme toi, ou enfin voilà, ce genre d'expression, ou alors par exemple une que j'aimais bien, étant originaire des Antilles, on sous-entendait que j'étais lente parce qu'on a cette idée de la nonchalance des îles. Voilà, ce sont plein de petites choses qu'on entend, auxquelles on ne prête pas attention parfois ou qu'on préfère
ne pas y prêter attention. Et voilà, pouvoir observer ce genre de choses et juste s'autoriser à exprimer un malaise ou une gêne ou une incompréhension, pour moi, c'est un premier pas. Merci beaucoup, Christelle. J'ai vu des petites réactions de l'autre côté. Julie, est-ce que tu peux nous partager comment est-ce que tu peux répondre à la question aux personnes qui se demandent quoi faire, comment est-ce qu'elles peuvent se comporter, comment est-ce qu'elles peuvent aider, qu'est-ce qu'elles peuvent dire pour faire avancer les choses? Alors déjà, je voudrais vous parler en fait d'une première chose à faire qui est d'accepter ses propres préjugés. Donc ici, on parle de unconscious bias, ce qui veut dire, en fait, ça se traduit par des préjugés inconscients. Donc en fait, c'est des mécanismes qui sont enfouis dans notre propre inconscient et qu'on construit au fur et à mesure d'une vie. Et en fait, pour se défaire de ça, il faut travailler sur des mécanismes cognitifs qui permettent en fait de corriger en fait notre altération de jugement. Donc du coup, je vais vous parler d'un test établi par Harvard qui s'appelle le IAT, donc c'est le test d'association implicite. Et je vous invite tous à le faire parce que c'est assez intéressant de faire ce genre de test. Donc en fait, il y a plusieurs catégories. Donc, il y a la catégorie des préjugés sur les hommes et les femmes, les gens, les arabes contre les non-arabes, et en fait, toutes les associations d'idées qu'on a avec les deux parties. Donc en tout cas, pour celui de noir et blanc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on vous demande d'associer des visages d'hommes noirs et d'hommes blancs avec des mots à connotation positive comme joie, paix, magnifique, heureux, et négatif comme douleur, mal, échec. Et en fait, on vous demande de cliquer sur l'un des deux visages et d'associer en fait ces termes. Et en fait, après l'étude de ce test, donc ça se fait en fonction de votre temps de réponse et de vos erreurs, il vous donne en fait vos niveaux de préférence automatique pour l'un des deux parties. Et l'étude de ces tests montre qu'en France et aux États-Unis, la majorité préfère l'homme blanc. Donc, une fois qu'on s'est rendu compte de ses propres biais inconscients, je pense que déjà, c'est bien de savoir où on en est par rapport à ça, parce que déjà, ça vous permet de corriger les choses et de recentrer en fait vos propres a priori, donc, et de travailler dessus. Une fois que vous avez fait ça, je vous invite aussi à reconnaître en fait l'avantage que vous avez lorsque vous n'êtes pas noir. Alors, je parle de ça parce qu'en fait, comme Christelle l'a mentionné auparavant, les gens qui sont dits blancs bénéficient quand même d'avantages uniquement parce qu'ils sont blancs. Et donc, du coup, bien que tout le monde soit égaux aux yeux de la loi, les avantages sont invisibles pour ceux qui en bénéficient. Mais par contre, pour ceux qui n'ont pas accès dans ces avantages, au quotidien, c'est une véritable atteinte à sa dignité, à sa liberté, en fait. Et du coup, en fait, ici, on appelle ça le white privilege. Et je sais qu'en France, ce terme est assez controversé, mais en fait, le système même, je trouve qu'il y a exactement le même problème, et qu'il faut quand même, pour les personnes dites blanches, reconnaître qu'effectivement, on a des avantages et que c'est difficile de s'en défaire et qu'il faut travailler dessus. Troisièmement, vraiment tout simplement, une façon concrète d'agir, c'est de vous socialiser avec des personnes qui sont différentes de vous. Pourquoi pas essayer de créer des amitiés avec des personnes dites noires. Ça paraît tout simple, mais en fait, d'aller vers l'autre, c'est très, très important. Vous pouvez soutenir la communauté noire en achetant dans leur commerce, en allant dans leur restaurant, en participant à des événements liés à leur culture, en vous intéressant à eux et à leur culture. Je pense que c'est important aussi de savoir qui est en face de vous et de comprendre en fait comment les autres vivent. Et dernièrement, alors ça c'est aussi, Christelle, tu l'as mentionné, c'est le dialogue. Et le dialogue dans le sens où l'interaction avec l'autre est très très important, et admettre son malaise, c'est ok, il n'y a pas de problème avec ça. Il faut surtout éviter en fait que le racisme soit un sujet tabou, une sorte de sujet encombrant dont on ne veut pas trop parler parce qu'on ne sait pas comment faire, quoi dire et peur d'attaquer. Je pense que de se tromper, c'est totalement ok, et que si justement on évite ce sujet, on ne va jamais se débarrasser du racisme. Donc il faut savoir en parler et prendre le taureau par les cornes en fait. Ouais. Voilà. Et moi je voulais juste rebondir très rapidement en action clé, donc par rapport à Julie. Donc être proactif, c'est très important, être toujours vigilant, intervenir quand on est témoin
d'un acte raciste, qu'il soit micro ou pas. Être aussi solidaire également de la personne qui ose parler, l'union fait la force, d'engager le dialogue, comme Julie le disait. Par exemple, lors d'une manifestation, c'est vrai qu'on a tendance à soutenir par la tête, parce qu'on est concerné, mais aussi de donner la parole à la personne en face, de pouvoir te dire exactement ce qu'elle ressent. Moi, je dis, je suis attristée, effarée, écœurée par ce qui se passe. Comment tu le vis, toi? C'est important aussi que la personne puisse mettre ses mots, elle, sur une pensée que vous pouvez avoir, en fait, des pensées que vous pouvez avoir à son encontre, en quelque sorte. Être ferme sur ce qui est tolérable ou pas, parce que, comme le disait Julie, le flou, en fait, fait qu'il y a des dérapages. Être tolérant, c'est être ouvert, respectueux, compréhensif dans sa relation à l'autre, mettre de l'eau dans son vin pour avancer ensemble. Faire preuve d'empathie, ça c'est un mot qui est très très important, pouvoir se mettre à la place de l'autre, imaginer ce qu'il ressent. Chez l'enfant, l'empathie est naturelle et spontanée. Par contre, continuer à faire attention à l'autre, c'est vraiment l'éducation qui amène, et rationaliser aussi, très important. On est tous dans l'émotion, et pour pouvoir avancer, il faut faire retomber un petit peu la vapeur et mettre en place des mécanismes, d'où encore une fois les compétences interculturelles. Et moi, je parlais aussi beaucoup d'intention et de déculpabilisation également pour par exemple, ne pas être coupable d'être blanc également. Parce que dans un discours comme ça, c'est très important de se sentir légitime dans la bataille. On est ensemble dedans. Et il y a tout, il y a l'intention. Moi, quand on me demande de quelle origine je suis, j'ai pas de problème avec cette question, parce que en général, on me la pose dans la bienveillance. Par contre, ça peut être... On a tous des vécus différents, on ne raisonne pas de la même façon à la question d'où tu viens, par exemple. Moi, aux États-Unis, je me souviens qu'il y a 20 ans, quand je suis arrivée, comme j'ai beaucoup voyagé, ma petite question de connexion, c'est d'où tu viens. Et je suis arrivée ici, et devant une personne noire, pour connecter, je lui dis, mais d'où tu viens? Et elle me dit, de New York. Je dis, mais oui, mais de New York, quelle origine? Et en fait, j'étais agressive, j'étais dans l'irrespect, parce que cette personne-là, je la renvoyais à ses racines d'esclavage. Donc, elle ne pouvait pas me dire je viens du Togo, du Sénégal, etc. Et moi, c'est ce que je voulais savoir pour faire la connexion et dire moi, j'ai grandi en Afrique, je connais. Donc, ça aussi, c'est des bourdes qu'on fait, et c'est important de les reconnaître et de voir le malaise des deux côtés. Oui, merci. C'est vrai que je retiens de ce que vous dites, je retiens que le dialogue est important, et en fait, il faut mettre des mots, il faut parler, même si c'est maladroit, même si c'est à partir du moment où c'est bienveillant, à partir du moment où c'est pour connecter, peut-être pas être trop lourde et poser 3 fois la question, en effet, mais on apprend. Parce que c'est vrai que la question d'où tu viens, on la pose en effet beaucoup aux États-Unis, mais peut-être un petit peu moins dans d'autres pays. Et puis, le fait de demander à la personne d'où elle vient, ça peut être quelque chose qui est complètement... qui peut soit la vexer, soit la renvoyer vers des choses qu'elle n'a pas du tout envie. Parce que en France, la culture, c'est quand même de s'assimiler. Donc, de se dire être français, et il y a beaucoup, c'est assez lourd, et on est bien sûr sur un format court, donc on ne peut pas parler autant qu'on voudrait de ces sujets-là. Donc, je sais que c'est un peu frustrant pour vous de ne pas pouvoir développer tout ce que vous avez à dire. Mais voilà, l'idée, c'est quand même d'en parler. C'est important d'en parler, c'est important de définir les termes, c'est important d'expliquer ce qui se passe aux États-Unis, comment c'est vécu en France et ce qui s'est passé aussi en France, parce qu'il se passe beaucoup de choses en France aussi. Voilà, l'idée de cette discussion, de cette conférence, c'est aussi de donner des clés aux personnes qui nous écoutent pour lutter justement contre ce racisme systémique. Est-ce que, Magali, tu peux nous partager tes clés? Oui, donc la première clé, c'est l'éducation. L'UNESCO, déjà en 1947, avait écrit que l'éducation est essentielle pour cultiver le respect de chacun, en ce qu'elle permet de toucher les enfants et les jeunes gens pendant leur année de formation, notamment par le biais donc, de matériel pédagogique et des programmes scolaires. Donc, il y a clairement moyen de changer les biais. Et donc, une éducation donc, fondée sur les valeurs d'inclusion et de diversité, et qui cultive donc l'empathie naturelle de l'enfant, finalement. Et concrètement, donc, c'est enseigner à l'école le respect pour tous, dès le plus jeune âge, faire en sorte que les minorités soient visibles et que les enfants apprennent à se côtoyer et à célébrer leurs différences. Et là, je voudrais rebondir
sur en fait une polémique autour de la notion de colorblind, qui invite les gens en fait à ne pas voir la couleur des gens, de la couleur de peau plutôt. Et même si l'intention est juste, on ne fait pas de différence, tout le monde est de la même couleur, en fait on en voit la limite et au contraire les problèmes que ça peut engendrer. Et vous, par exemple, vous ne dites pas à un enfant, il n'y a pas de couleur, il va vous dire, je ne comprends pas ce que tu veux me dire, il y a des couleurs. Donc c'est important en fait de célébrer les différences plutôt que de les mettre de les annihiler en quelque sorte. Et développer des programmes qui soient en adéquation en fait avec le pays également. Je voudrais rebondir sur ce qui se fait aux États-Unis et je lui dirai un petit mot sur New York, les politiques mises en place pour un petit peu forcer ça. Donc curieusement, la laïcité aux États-Unis n'implique pas une mise à distance de la religion à l'école. Donc le port de vêtements, de signes confessionnels est totalement accepté. Donc nos enfants, Julie et moi, sont dans une école publique américaine et donc ils fréquentent des petites filles voilées. Ils sont invités à des bar mitzvahs, ils fêtent le nouvel an chinois et récemment, donc, ils ont eu un petit topo donc, virtuel évidemment sur ce qu'est le ramadan. Et il s'agit donc vraiment étonnamment d'une approche libérale, pluraliste de la laïcité. C'est comme ça qu'on dit. Et donc Julie, je voulais juste parler de la loterie et puis de... Oui, alors en fait, on habite à Brooklyn, donc on peut parler un peu plus de ce qui se passe localement, notamment dans le district 15, qui a, en fait, c'est une zone dans Brooklyn qui est assez... qui est victime d'une certaine ségrégation parce qu'il y a des quartiers où il y a des projects qui sont l'équivalent des cités en France, où du coup les écoles sont sponsorisées par les parents, où il y a moins de moyens. Et donc du coup, pour replanifier tout ça, au collège, ils font une loterie. Et les loteries, il y a la moitié des sièges, comme ils disent, enfin la moitié des attributions, qui sont données en priorité à des enfants issus de familles défavorisées par rapport à leurs revenus annuels. Donc du coup, en fait, malgré que vous veniez d'une école primaire dans un petit quartier riche où il y a beaucoup de moyens avec une excellente éducation, une fois que vous basculez au collège, vous vous retrouvez avec des enfants différents de vous, dans la couleur de peau, parce que clairement, les quartiers où il y a des familles à revenus modestes sont souvent des quartiers où il y a beaucoup plus de noirs et d'hispaniques. Et donc, du coup, en fait, la diversité, elle est forcée. Ce sera un peu l'équivalent de l'affirmative action, mais avec les différences de revenus. Donc, voilà comment le District 15 a trouvé le moyen de pallier à ça de manière forcée pour que cette diversité existe malgré tout et qu'on remette les enfants en commun avec les fonds aussi qui viennent des parents. Ça veut dire que du coup, il n'y a plus une école qui est extrêmement favorisée parce que les parents donnent énormément d'argent et l'école à quelques blocs qui se retrouve sans rien, à limite de ne pas avoir de climatisation. C'est ce qui se passe clairement dans les écoles publiques parce que en fait, l'école est au milieu d'un projet. Donc, il y a déjà ça. Et il y a aussi le Black Month History. Donc, tous les ans, au mois de février, pendant un mois entier. Donc, moi, mes enfants sont en primaire, collège et lycée. Et pendant tout le mois de février, le curriculum entier est associé à l'histoire nord-américaine. Donc, dans plusieurs matières, on va se focaliser sur le racisme, la différence, mais aussi célébrer les personnes noires américaines. Donc, ça part de Rosa Parks à Martin Luther King jusqu'à Barack Obama et justement montrer à quel point en fait ces personnes ont fait pour le pays, ce qu'elles ont changé, pourquoi c'est important de les connaître. Et notamment dans l'école de ma fille en middle school, ils vous demandent de porter du noir et ils font des t-shirts et des hoodies avec la capuche avec Black Month History et toute l'école fait des photos avec ça. Donc il y a vraiment un côté à la fois festif et en même temps de devoir de mémoire avec ça. Et il y a un côté hyper positif parce qu'on vous dit, ben voilà, il y a plein de Noirs américains qui ont fait ça, c'est génial, regardez ce qu'ils ont fait. Et je pense que ça a un vrai impact positif dans les mentalités des enfants, c'est qu'ils restent avec ça, toutes les célébrations qu'il y a pendant ce mois. Je sais que moi, mes enfants, ils adorent, ils trouvent ça génial, ça leur donne un excellent souvenir. Et ça, c'est important aussi d'avoir ce côté positif. Oui, merci Magali et Julie. Et c'est vrai que c'est quelque chose assez spécifique, je pense, aux États-Unis, qui se fait peut-être en France, mais en tout cas, je n'ai pas la vision française. Mais ce que je retourne dans ce que vous dites, vous êtes beaucoup porté sur l'éducation et sur montrer
même pas forcément montrer l'exemple, mais en tout cas, le dialogue, le fait de célébrer les différences, c'est ce que je retiens aussi de ce que vous dites, dans le sens où on est tous différents et c'est très bien, et on est tous uniques et c'est très bien. Ensuite, on a tous des couleurs différentes, donc c'est quand même bien de savoir que ça existe et de pouvoir connaître les cultures qui vont derrière, en fait, parce que c'est au-delà d'une couleur de peau, c'est toute une culture et c'est des religions, comme vous l'avez mentionné, et c'est un nouvel an qui n'est pas exactement comme le nouvel an qu'on connaît nous. Et c'est vrai qu'à oui, à New York, c'est tous les jours fériés à l'école. Ce sont des jours, c'est un petit peu compliqué aussi en tant que parent de gérer tout ça, mais c'est vrai que ça apprend aux enfants dès le plus jeune âge, dès 3-4 ans, qu'on est tous différents et qu'on célèbre des choses différentes. Donc c'est vrai que ça, c'est important à retenir. Et pour toi, Christelle, quelles sont tes clés pour lutter contre le racisme systémique, justement, en France? Alors, en France, on n'est pas encore là, même si il y a des initiatives intéressantes, comme par exemple un concours chaque année pour la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Mais c'est vrai que, comme Julie le faisait remarquer, on n'est pas encore sur la célébration d'éléments positifs, liés à la culture des personnes de couleur ou des non-blancs. Moi, ce que j'invite à faire, en tout cas pour lutter contre le racisme, et ça s'applique très particulièrement, de façon très intéressante en entreprise, c'est déjà refuser le silence et les non-dits, juste en s'exprimant et et en verbalisant son inconfort ou son incompréhension, comme on disait tout à l'heure. Donc, c'est aussi simple que de dire ce que tu dis me met mal à l'aise. C'est aussi simple que ça. Ou qu'est-ce que tu veux dire par là, ou encore comment est-ce que toi tu vis telle ou telle situation. Tout simplement parce que le silence, en fait, nous rend complices et valide la situation, valide les croyances qui sont véhiculées par tel ou tel comportement. Et ça, quel que soit notre rôle dans la situation qui se joue, en particulier quand on est la cible d'un comportement ou quand on est témoin et un témoin silencieux. Donc la deuxième chose, par exemple, que je pourrais proposer, c'est de se retenir aussi de justifier, banaliser ou minimiser les comportements. Quand on répond, quand par exemple moi je dis ce que tu viens de dire ne me fait pas rire, et qu'on me répond en fait maintenant c'est de l'humour franchouillard, ou que il a un humour un peu particulier, en fait non, ça s'appelle minimiser ou banaliser. Et comment dire, ce genre de réaction, quand on a le courage de s'exprimer, ça coupe justement l'ouverture et le dialogue, ça abîme la relation, et surtout, ça enferme chacun dans ses évidences et dans ses difficultés. Donc voilà, ce que je pourrais partager. Merci beaucoup, Christelle. J'aime bien ton approche, toi qui travailles beaucoup, qui as travaillé une grande partie de ta carrière en entreprise, tu l'as aussi beaucoup vécu. Et donc, c'est du vécu, ce que tu nous dis. Et c'est vrai qu'on peut rire de tout, mais enfin voilà, non, c'est pas vrai. Et en fait, il faut respecter l'autre, il faut être bienveillant. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de règles. Et c'est aussi pour ça que c'est compliqué comme sujet, et qu'on a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire pour changer la donne. Et lors de notre discussion préparatoire, on a beaucoup parlé de révolution. Et parce que ce qui se passe en tout cas aux États-Unis, c'est clairement ça. C'est rare que les Américains se retrouvent dans la rue. Ils n'ont pas tout à fait le temps de faire ça en temps normal. Ils travaillent beaucoup, les Américains. Et donc là, s'ils sont dans la rue, c'est pour que les choses changent et pour que la justice soit faite, clairement. Est-ce que vous pouvez nous donner votre vision de cet après? Une fois que la justice sera faite, comment est-ce que vous envisagez cet après, et qu'est-ce que vous souhaitez voir émerger dans nos sociétés? Julie, à toi. Alors, oui, effectivement, je parle de révolution parce que, en fait, pour la première fois, je vois un soulèvement populaire qui rassemble en fait toutes les communautés. Donc, moi, personnellement, il y a 6 ans, j'étais déjà dans la rue avec mes enfants pour une des manifestations Black Lives Matter suite à un autre décès. Honnêtement, je ne voyais pas autant de personnes dites blanches qui étaient dans les manifestations. Et là, vraiment, pour y avoir été, ça fait vraiment chaud au cœur de voir que tout le monde se sent concerné et que tout le monde a envie que ça change et veut
comment dire, avoir une action concrète. Je vais citer d'ailleurs Jane Elliott, je vous invite à aller voir les expériences qu'elle a fait dans les années 60. C'est une pionnière dans l'éducation anti-racisme. Elle a dit que ces gens, bien sous tout rapport, qui ne font rien, sont aussi ceux qui aident et contribuent à ce que la situation perdure. Et justement, ce que je vois en ce moment, c'est que les gens se disent j'ai envie de faire quelque chose, qu'est-ce que je peux faire pour que ça change? Et ça, franchement, ça me donne vraiment de l'espoir, parce que enfin, j'ai l'impression que c'est une situation dont enfin, tout le monde se sent concerné par ça. Et du coup, j'espère vraiment que les gens vont être proactifs pour déconstruire en fait ce racisme qui s'est institutionnalisé et qui pourrit la vie à tout le monde en fait. Je pense que les tensions raciales et l'inconfort dans lequel on vit au quotidien, on bénéficiera tous en fait de mieux vivre ensemble, de mieux se comprendre, de se respecter entre nous. Et franchement, j'ai hâte d'en arriver à là. Je ne sais pas quand ça va arriver, mais voilà, en fait, c'est vraiment un message d'espoir pour moi, ce qui se passe. Et moi, je rebondirais juste sur ce que tu dis. Moi pour lutter contre le racisme systémique, il faut une réponse systémique. C'est-à-dire qu'il faut l'attaquer de toutes parts. On parlait tout à l'heure d'éducation. Christelle a parlé en entreprise. Pareil, donc nous, on travaille beaucoup avec les compétences interculturelles. Donc, il est possible, quand on n'est plus à l'école, mais d'avoir accès à des formations qui permettent, donc on disait tout à l'heure, de changer sa vision des choses. Il y a des exercices, il y a souvent qui incorporent la parole pour pouvoir vraiment vivre les différences. Donc, on travaille beaucoup avec des ateliers, des workshops pour pousser à ça. Et aujourd'hui, de toute façon, selon les pays, on a 30-40 ans en fait d'existence de mesures qui reposent sur l'égalité des chances. Et clairement, ça ne suffit pas. Donc oui, il faut regarder les datas, il faut regarder ce qui s'est passé, se poser sur les expériences, réfléchir, mais on ne va pas réinventer la roue en quelque sorte. Et donc, moi je dis, à quand, par exemple, en France, où la discrimination positive, donc on ne va pas rentrer dans le sujet parce que c'est un peu long, ou les quotas, en fait, dans les entreprises pour changer le système. Le principe, évidemment, n'est pas parfait, il est décrié, tout ça, et non pas pérenne, mais il a le mérite comme la politique d'enclencher les choses, comme le système de loterie qui est vieux de 2 ans, hein, et c'est un projet pilote sur le district 15 qui est censé se passer sur les autres districts. Donc c'est récent cette expérience, cette initiative. Et l'autre chose aussi, c'est à quand des cours de respect pour tous à l'école. Donc, pour moi, ça devrait être un apprentissage fondamental comme les mathématiques et l'écriture. La semaine dernière, on avait un programme de Puppet pour un petit peu expliquer le racisme aux enfants. J'ai coupé mes enfants. Voilà, c'était à la télé, pardon, je te coupe. C'était à la télé. C'est Sesame Street, je pense qu'il y a ça aussi en France. Ouais. Et j'ai rigolé parce que Magali, on a mis nos enfants devant la télé. Vas-y, donc et donc moi, ma fille, je l'ai coupée devant son dessin animé préféré. Je lui dis, tu regardes ça. Et puis elle n'était pas contente. Et puis mon mari me dit, ne la force pas. Et je dis, mais en même temps, tu forcerais ta fille à faire des maths. Et en même temps, quand elle ne comprend pas son exercice de maths, tu lui expliques. Et bien, c'est pareil. Je pense que ça devrait être vraiment quelque chose de mis en place. Et donc, pour moi, par révolution, c'est vraiment renversement d'un système. J'espère, je fais un peu un truc assez court, mais j'espère vraiment que l'affaire George Floyd aura les répercussions sociétales de l'affaire Weinstein, en fait, par rapport au sexisme et aux atteintes faites aux femmes, parce que le racisme et le sexisme, de toute façon, ce sont les mêmes racines et du coup le même combat. Donc moi, la révolution, elle est là. L'affaire Weinstein a changé beaucoup de choses et j'ai espoir, comme disait Julie, que l'affaire George Floyd avance dans le sens de l'antiracisme. Merci beaucoup Magali, merci beaucoup Julie. Christelle, est-ce que tu peux nous partager ton point de vue par rapport à ça? Aussi espoir que tout ça ne retombe pas comme un soufflet, comme ça a déjà été le cas auparavant. Et pour moi, ça passe par deux choses. Il y a 2 choses qui me paraissent primordiales. Tout d'abord, une prise de conscience profonde et réelle. En tout cas, en France, je pense qu'on n'y est pas encore. Et ça me paraît vraiment important qu'elle se fasse maintenant, à titre individuel, mais aussi à titre collectif, savoir se poser des questions et pouvoir construire en fait quelque chose ensemble. Et la deuxième chose qui me paraît essentielle, c'est de libérer la parole.
je pense qu'on l'a dit plusieurs fois, se donner l'espace et la liberté en fait de penser, repenser et reconstruire en fait notre place individuelle et le vivre ensemble, et ça dans toutes les sphères en fait de notre vie, que ce soit à la maison, en tant que professionnel ou en tant que consommateur par exemple aussi. Je pense que c'est vraiment important de s'autoriser à, oui c'est ça, à repenser les choses à titre individuel, mais aussi en tant que membre d'une société dans laquelle on interagit tous. Oui, merci beaucoup Christelle. Et c'est vrai que ça me fait, tout ce que vous dites, ça me fait aussi beaucoup penser au côté un peu communauté, dont on n'a pas forcément pu trop parler, qui est très très présent aux États-Unis, mais un peu moins en France. Et le confinement a fait que les gens se sont retrouvés chez eux tout seuls, ou en vraiment petite famille, et qu'ils se sont raccrochés à différentes communautés, et qu'on a un peu besoin de justement réapprendre à vivre ensemble, sauf qu'on a une peur, parce que maintenant il y a toujours ce virus qui traîne. Donc, voilà, on est quand même toujours dans un contexte assez explosif, et on va dire, la révolution qui est en cours et toutes les manifestations ont quand même lieu dans un contexte très, très, très particulier, qui font, comme vous dites, quand tu parlais de cette espèce d'alignement, de conjonction des situations, c'est un peu un deuxième signe noir qu'on a eu. D'abord, c'est la crise du Covid, et ensuite, c'est ces protestes et cette révolution noire qui veut faire changer les choses et qui veut justement supprimer le racisme. Donc, comme vous dites, c'est en marche. Ensuite, vous avez donné beaucoup de clés intéressantes, je trouve, aujourd'hui pour tout simplement libérer la parole des gens, et aider au dialogue, et puis de mettre des mots sur des faits, sur des choses, et aider aussi les parents qui ne savent pas trop comment faire avec leurs enfants. C'est vrai que vous avez donné des exemples très intéressants. Je suis aux États-Unis aussi, donc je l'ai fait aussi, ce Black History Month en février. Mais c'est vrai qu'en France, ça n'existe pas, et je vous invite à prendre ces initiatives, à prendre les livres qui parlent de toutes ces femmes noires qui ont fait l'histoire des États-Unis, l'histoire de la France. Il y a une littérature qui va derrière, on n'a pas le temps d'en parler, mais voilà, ça passe par l'éducation des parents, des enfants, des adultes, de tout le monde. Je voulais terminer cette conférence sur ce sujet-là, en tout cas, vous demander votre mot de la fin. Qu'est-ce que vous diriez en conclusion de ce sujet bien vaste, mais voilà, malheureusement, le temps passe. Julie, qu'est-ce que tu peux nous dire pour conclure? Déjà, pour conclure, je voudrais te remercier de nous avoir donné la parole sur un sujet qui nous tient à cœur, qui est sensible, mais qui est essentiel. En fait, nous, on travaille beaucoup dans l'interculturalité, et les études montrent que les populations se déplacent de façon exponentielle sur la planète. Donc ça, c'est dû au voyage et aussi à la connexion virtuelle grâce à Internet. Les gens se connectent avec les populations qui sont partout géographiquement. Et du coup, il va y avoir de plus en plus de diversité. Et je pense que du coup, c'est vraiment primordial d'apprendre qui est l'autre et d'apprendre à vivre ensemble. Et que pourquoi pas pouvoir apprécier plutôt que juste accepter nos différences. Et vraiment, je pense que c'est plus on en parlera et plus les choses s'amélioreront entre nous, quoi. Et ça se travaille. Oui, merci. Merci. C'est un plaisir d'avoir cette discussion avec vous. Ça s'est fait assez sur le feu de l'action, mais voilà, je pense qu'on est dedans, donc il faut en parler. Magali, est-ce que tu peux nous partager ton mot de la fin? Le mot de la fin, c'est vraiment, je disais, moi, c'est réponse systémique à racisme systémique. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas une mesure qui peuvent choquer. Hein. Je conçois que les auditeurs doivent se dire c'est pas réplicable, blablabla. Bla, bla, bla. Mais en soi, il y a vraiment un décalage, un shift d'action à faire, et que toutes ces actions qui rentrent dedans, la révolution aussi, c'est pas fait avec des roses et sans sang. Hein. Il faut crever l'abcès. Et ce que je voulais dire, c'est qu'on ouvre le dialogue et non pas un débat. C'est pas un débat, c'est un dialogue. Dans l'histoire de l'autre, personne n'a raison, tout le monde a raison. Donc c'est pas un débat, c'est un dialogue. Merci Magali. Christelle, quel est ton mot de la fin? Qu'est-ce que tu peux nous dire pour conclure cette conférence? Magali, merci d'avoir créé cet espace en fait pour amener ce sujet. Et puis ensuite, j'aimerais juste faire remarquer que de la même façon qu'on s'interroge sur la notion de transmission quand on parle d'écologie
ou de sexisme, etc. Moi, j'aimerais vraiment qu'on puisse aussi s'interroger sur les codes qu'on transmet à nos enfants et aussi les bases sur lesquelles on construit nos interactions sociales, professionnelles, personnelles, etc. En matière de racisme, en fait, et qu'on le fasse dès maintenant. Je pense que c'est vraiment important. Merci beaucoup Christelle. Pour terminer, comme on est, voilà, on est dans la conférence organisée par My Private Coach App, qui est une plateforme de coaching en ligne, et vous êtes toutes coach consultantes, vous êtes dans ce métier depuis pas mal d'années. Est-ce que vous pouvez nous partager votre vision du coaching et l'intérêt d'une plateforme comme My Private Coach App? Magali. Non, moi, d'accord. Donc pour moi, le travail d'un coach, le travail d'un coach n'est pas de contrôler en fait le coaché, qui est un mot un petit peu bizarre, mais c'est à trouver en fait et actionner ses propres ressources. Nous, dans notre travail, on donne vraiment des clés. Le but, c'est que la personne puisse réagir en fonction toute seule, sans avoir à nous appeler, en gros. Donc c'est amener le coaché à plus d'autonomie. Et c'est souvent le coaching un développement personnel, parce qu'on considère la personne dans sa globalité, on touche à plusieurs choses pour pouvoir vraiment bien avancer dans son expérience de coaching. Il faut vraiment une relation. Il faut choisir son coach, ça aussi je voulais le dire, c'est très important de raisonner avec son coach, parce que c'est un vrai cheminement. Pour déconstruire des schémas de pensée, il faut changer des habitudes, et ça c'est un travail de long terme. Et donc voilà. Et pour ma private coach, c'est plutôt génial parce que ça démocratise le coaching justement. Et le côté instantanéité est aussi très très bien, parce que ça permet, quand on a une question, de la poser directement à un coach aussi. C'est bien d'avoir un panel de gens qui ont des perspectives différentes, des pratiques aussi différentes. Et ça, c'est un réel avantage, et ça permet justement d'avoir un dialogue ouvert et divers. Voilà, je pense qu'elle a tout dit. Et voilà, quelle est ta vision du coaching et quel est l'intérêt d'une plateforme comme My Private Coach App pour toi, Julie? En fait, c'est un peu la même chose. Je dirais que, honnêtement, pour moi, d'avoir découvert cette plateforme même en tant que coach, je pense ce qui est important, c'est d'avoir un accès facile en fait au coaching. Et du coup, en fait, grâce à cette app, on peut être plus disponible. Et en fait, les coachs aussi s'adaptent à la personne qui est en face beaucoup plus facilement que quand on doit s'organiser avec des rendez-vous physiques. Enfin, c'est aussi le fait, ce qu'on disait, de se connecter virtuellement, où on peut être aux États-Unis, coacher des gens en France, etc. Enfin, je pense que ça, c'est quand même une vraie révolution, d'avoir accès à des gens partout sur la planète qui peuvent vous aider à atteindre votre objectif. Merci beaucoup, Julie. Et toi, Christelle, quelle est ta vision du coaching et pour toi l'intérêt d'une plateforme comme My Private Coach App? Alors déjà, pour moi, se faire coacher, en fait, c'est se donner les moyens de se construire une vraie solution sur mesure, donc en partant vraiment de qui on est, et durable. Et du coup, je trouve que My Private Coach App facilite en fait le premier pas, comme disait Julie, l'accès au coach, l'accès à cette démarche. Et voilà, je pense que c'est en tout cas l'une de ses grandes valeurs ajoutées. Merci à toutes les trois. Donc, encore une fois, merci pour cette discussion. Je pense que, voilà, merci à toutes les personnes qui nous écoutent et qui ont visionné cette conférence et faites passer le message, transmettez, ça sera disponible en replay. Et puis surtout, si vous voulez continuer la discussion avec nos intervenantes, vous pouvez la retrouver sur l'app et vous pouvez la télécharger sur l'App Store et sur Android et sur le site myprivatecoachapp.com. Merci à toutes les trois et à très bientôt.